Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette soirée des Amis du CRIF, la deuxième depuis cette période difficile que nous avons traversée et qui se poursuit encore, puisque si le confinement est levé, l'épidémie est toujours là et donc il faut continuer à être prudent. Et je suis particulièrement heureux ce soir d'accueillir Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, ça nous le savons tous, elle nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir, justement pour traiter de ces défis et des enjeux, les défis auxquels elle a dû faire face en tant que présidente de région et des enjeux maintenant qui se présentent, les enjeux économiques maintenant qui vont être cette après-épidémie ou donc les enjeux économiques et comment on va aborder, comment la région va aborder. Mais je crois que ça va aller au-delà de la région parce que Valérie Pécresse n'est pas que la présidente de la région Île-de-France, c'est aussi une femme politique d'envergure nationale. Donc je crois qu'elle pourra sans aucune difficulté aussi traiter peut-être de problèmes. Mais ça, nous verrons ça bien sûr avec Bruno Jeudi, que j'ai le grand plaisir de saluer également, qui est rédacteur en chef à Paris Match et éditorialiste politique sur BFM TV. Et je le remercie d'avoir spontanément accepté d'être avec nous ce soir pour interroger Valérie Pécresse. C'est un grand plaisir aussi pour nous de vous avoir avec nous. Et avant de démarrer cet entretien, je voudrais, avec votre permission à tous les deux, saluer la mémoire de Claude Goasguen. Claude Goasguen qui nous a quitté le 28 mai dernier des suites de la Covid-19. Un homme de conviction, un homme d'engagement, un homme courageux et un tribun exceptionnel. Et aussi un ami fidèle de la communauté juive et un soutien indéfectible de l'État d'Israël. Claude a partagé tous nos combats. Sa voix nous manque déjà et je voudrais dédier cette soirée des Amis du CRIF à sa mémoire. Voilà, j'en ai fini. Bruno, je vous passe la parole et je vous laisse, Valérie, sous les questions de Bruno. Peut-être que j'aurai à intervenir de temps en temps, comme c'est la tradition dans ces soirées des Amis du CRIF. Et nous aurons donc jusqu'à pendant une demi-heure, entre 30 et 40 minutes de questions qui vont être posées. Et puis ensuite, les questions vont être posées par ceux qui sont sur Zoom et sur Internet, et on vous transmettra les questions de nos auditeurs. La parole est à vous. Merci Francis, c'est une joie de vous retrouver. Je salue aussi la mémoire de Claude Goasguen, que j'ai connu comme journaliste politique, et s'il y a quelque chose qui est vrai et qui le caractérise, c'est que c'était un sacré tribun. J'ai envie aussi de dire qu'il y a aussi un autre homme politique qui manquera, parce que c'était aussi, lui, c'était pas un tribun, mais c'était un sacré belle vision politique. C'était Patrick Devedjian, voilà, qui lui décédé aussi de la Covid au tout début. Et voilà, j'ai partagé un peu de leur carrière à ma place. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Alors, Valérie Pécresse, je ne vais pas la présenter parce que je pense que tout le monde la connaît. Francis vient de le dire, femme politique de grande expérience, au premier plan de notre scène nationale depuis une décennie. On connaît sa fidélité à Jacques Chirac, son parcours électif, les Yvelines, puis bien sûr son parcours ministériel, ministre de l'Enseignement et de la Recherche en 2007, puis au budget, et puis surtout la victoire en 2015 à la présidence de la région Île-de-France, un sacré combat pour l'avoir vécu. C'était un moment, je pense, très important dans la vie politique de Valérie Pécresse. Et puis voilà, depuis, elle s'est émancipée de sa famille politique et elle s'est au rang des personnalités de l'opposition qui comptent. Mais bon, on va venir tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'on a traversé une sacrée période, Valérie Pécresse, et une période qui, c'est vrai, même le président a reconnu, les échecs, bien sûr, ça c'est facile, mais aussi les failles. Donc c'est une période ombre et lumière.
Moi, ce qui m'intéresse, tout simplement, la première question, hein, il y aura quelques questions d'actualité. D'abord le Covid, et puis après, on viendra un peu plus sur les questions politiques, un petit peu, et puis les questions d'actualité. Mais d'abord, on va être sur le cœur de la crise. Je voudrais savoir, de manière globale, quel regard vous portez sur cette crise qui, je le répète, et il faut toujours le dire, hein, à ce jour, et c'est les chiffres du jour, hein, 29 436 victimes, dont 19 000 dans les hôpitaux. Et c'est la région Île-de-France qui a payé le plus gros tribut à cette pandémie. Oui, alors évidemment, bien sûr, avant de répondre à la question de Bruno Jeudi, je vais m'associer à l'hommage que vous avez rendu à Claude Goasguen et à Patrick Devedjian. Et c'est vrai qu'à leur côté, il y a des dizaines de milliers d'anonymes qui eux aussi sont morts, des milliers de familles endeuillées, dans des conditions qui ont été extrêmement difficiles, notamment parce qu'on n'a pas toujours pu aller dire un dernier adieu à nos proches. Et donc, je crois que cette crise, elle a été d'une brutalité inouïe, et elle a frappé vraiment le monde au cœur à un moment où il n'était pas prêt. Et c'est ce que disait Bruno Jeudi. Très visiblement, il y avait un état d'impréparation de tous les grands États. Alors, ce n'est pas propre à la France, mais il faudra, et c'est le moment de commencer à faire le bilan de cette crise pour que ça ne se reproduise pas, il faudra dans ce bilan comprendre pourquoi nous avons été si peu préparés. Pourquoi, alors même que l'épidémie est arrivée en Chine dès l'hiver, pourquoi est-ce que nous avons laissé passer autant de temps avant de nous dire que ça pouvait arriver chez nous? Pourquoi nous avons regardé l'épidémie monter en Italie sans nous dire que la France, c'était tout près de l'Italie? Pourquoi est-ce qu'on a laissé les frontières ouvertes? Pourquoi est-ce qu'on a laissé se jouer ce fameux match contre Turin qui a peut-être lui aussi aidé à la propagation du virus? Donc, il y a eu une impréparation forte, la question des masques, la question des tests, et sur tous ces sujets-là, il faudra qu'on ait des réponses. Mais ce que je retiens, moi, de cette crise, c'est en réalité qu'elle a montré les failles d'un modèle bureaucratique poussé à ses limites. C'est-à-dire que quand l'État a voulu tout faire tout seul, et je pense notamment quand il a voulu préempter tous les masques qui étaient disponibles en France, eh ben, il a complètement bloqué l'approvisionnement en masques. Et je pense qu'il aurait été beaucoup plus utile, et d'ailleurs je l'avais proposé moi-même à l'époque à certaines des personnes qui nous gouvernent, mais il aurait été plus utile de faire un appel aux Français en leur disant, vous tous Français, qui avez des relations dans le monde entier, faites venir des masques, nous manquons de masques, faisons un fonds pour les masques et mutualisons nos efforts. Et en fait, quand est-ce que ça a commencé à bien fonctionner, la gestion de la crise? C'est quand l'État a un peu lâché prise, quand il a autorisé les régions à commander des masques, quand il a autorisé les mairies ensuite, dans un deuxième temps, à se fournir en masques, quand il a autorisé les laboratoires, les vétérinaires, enfin tout l'écosystème des soignants à faire des tests, et pas seulement les hôpitaux. Donc en réalité, dès qu'il y a eu un déverrouillage de la société, on s'est rendu compte que la France possédait en elle-même des trésors de débrouillardise, et que ces trésors de débrouillardise mis bout à bout, eh bien, permettaient de lutter beaucoup plus efficacement. Donc s'il y a une leçon pour moi à retenir de cette crise, c'est sortons d'un modèle totalement centralisateur, totalement jacobin, de normes hyper contraignantes qui nous ont bloqués dans notre réaction, et qui ont d'ailleurs provoqué certainement, et la commission d'enquête le dira, mais des retards dans la lutte, notamment dans les EHPAD, notamment la distribution de masques pour les personnes malades. Moi, je me souviens, pendant la crise, d'avoir distribué 1000 masques dans 3600 pharmacies avec mes conseillers régionaux. On avait les masques dans des sacs et on allait les déposer dans les pharmacies parce que les pharmaciens n'en avaient pas pour les malades. Voilà. Et qu'on ne pouvait pas les donner à l'ARS, que l'ARS interdisait de les distribuer aux malades sur ordonnance. Donc, on a fait bouger des lignes. Et ce que la crise a révélé vraiment, c'est ça. Il y a une France extrêmement, avec une très forte vitalité. Et puis, il y a un État qui ne peut pas mettre cette France pleine de vitalité sous une chape de plomb. Alors j'entends votre premier diagnostic, l'État, notre État jacobin, et vous connaissez l'État, hein, vous avez même fait la meilleure école pour préparer la gestion de l'État, si j'ai bien regardé votre CV, enfin je me le connais bien. Donc l'État ne peut plus tout faire aujourd'hui, c'est un peu la première leçon que vous tirez de cette crise. En tous les cas, il ne peut plus faire tout seul. Seul et avec des normes qui nous inhibent. Parce qu'on est dans un pays qui est trop normé. Voilà, il faut ouvrir les portes et les fenêtres. Alors justement, à quel moment
dans cette crise, hein. Bon, on sait, là, on connaît le timing, première intervention du président le 13 mars, le confinement décrété le 17. À quel moment, vous, de votre poste d'observation et d'action, la présidence du Conseil régional d'Île-de-France, vous sentez que ça va pas le faire, ça va manquer de masques, que peut-être que les demandes arrivent jusqu'à vous? À quel moment? Est-ce que ça vient assez vite, ou est-ce que, parce qu'on a vu, alors vous avez été en pointe pour prendre les initiatives avec des maires aussi, mais il y a aussi des présidents de région. Je pense au président de la région Grand Est, puisque les 3 régions les plus touchées, c'est vous, le Grand Est et les Hauts-de-France. À quel moment de cette crise vous sentez que, et qui alertez-vous? Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'une des erreurs, et là encore, si on refait le film, l'une des grandes erreurs, ça a été de vouloir traiter tous les territoires à la même aune, de la même façon. Le Grand Est a été frappé extrêmement violemment. Et ensuite, l'épidémie s'est déplacée. Elle s'est déplacée en Île-de-France, elle s'est déplacée dans les Hauts-de-France. Mais pour vous donner un seul chiffre, nous avons été 10 fois plus contaminés que la région Bretagne, que la région Aquitaine, ou que la région Normandie, 10 fois plus. Donc, traiter l'Île-de-France, donner la réponse à la crise en Île-de-France de la même manière, avec la même puissance, la même vigueur que dans des régions qui n'ont quasiment pas vu le virus. C'est, à mon avis, l'une des erreurs qu'il faudra corriger pour la suite. On ne peut pas. Et moi, j'ai été le plaider. Vous me parlez des masques. J'ai tout de suite vu qu'il manquait des masques, parce que j'étais en lien avec l'Agence régionale de santé et que les EHPAD, les hôpitaux se tournaient vers nous, vers les maires, vers la région, en disant qui peut nous approvisionner. Au départ, on n'avait pas le droit d'en commander. Et puis, je crois, je n'ai pas le jour exact en tête, je crois que c'est le 20 mars. Le 20 mars, une semaine après le début du confinement, l'État, finalement, lâche prise et dit « j'autorise les régions à commander ». Dès le week-end du 20 mars, dès que j'ai l'autorisation, je me mets à chercher tous azimuts des masques. Je mets toute mon équipe régionale en opération commando pour trouver ces masques. Sauf que l'État nous dit quoi? Vous avez le droit d'en commander, mais maximum 5 millions. Au-delà de 5 millions, on vous les préempte tous. Bon, la vérité, je vous l'ai dit toute crue, j'ai distribué 30 millions de masques durant cette crise, et sans la région, il n'y aurait pas eu de masques en Île-de-France. Les 2,5 millions, les 2 premiers millions et demi, on les a donnés directement à l'ARS pour les hôpitaux et pour les EHPAD. Donc la vérité, c'est que on a été beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide que l'État dès le début. Et j'avais mis en place un WhatsApp, une boucle WhatsApp des maires, de tous les maires d'Île-de-France, de villes de plus de 5000 habitants, et c'est eux qui m'ont demandé des masques, c'est eux qui m'ont approvisionné en demande, mais j'étais aussi contactée par Ulan Roumanoff, j'ai été aussi contactée par Sydney Oana, qui avait mis en place aussi un approvisionnement de masques pour des hôpitaux. Donc tout le monde a convergé vers la région parce qu'ils savaient qu'on avait trouvé des masques, parce qu'on avait des liens avec la communauté chinoise. Donc l'agilité des collectivités et évidemment des conseils régionaux qui ont une surface plus importante à payer. Alors, on n'est pas encore à l'heure des conclusions, mais qu'est-ce que ça vous inspire comme amélioration? Le président a parlé qu'il faudrait réorganiser l'État. Et vous, qu'est-ce que vous en tireriez comme amélioration possible pour réorganiser l'État, et sans doute réorganiser l'État autour des collectivités? Oui, je crois que le lâcher-prise, il y a encore au moment où je vous parle, on est encore avec trop de normes. Je vous donne un exemple. J'ai proposé d'offrir 150 000 tests sérologiques à tous les personnels soignants de la région, en disant aux maires, tous les personnels de votre ville, vous pouvez les tester. Pourquoi c'est important? Parce que les analyses médicales convergent pour dire que oui, il y a une forme d'immunité face au Covid. Quand on l'a eu une fois, on ne l'aura pas tout de suite une deuxième fois. Peut-être pas, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, mais enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de cas de recontamination. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les personnels soignants, c'est très important. S'ils l'ont eu, ils pourront, s'il y a une nouvelle vague à l'automne, être peut-être plus sereins, pouvoir se mettre en première ligne, et donc ils sauront qu'ils sont immunisés. Donc il y a un très grand succès de ces tests. Et bien là encore, on me dit,
ah mais ces tests sérologiques, les seuls qui peuvent les faire, c'est les biologistes. Pour l'instant, on attend depuis 3 semaines un décret qui doit dire que les médecins peuvent les faire. Et puis ce décret, ben, certains disent, mais pourquoi pas les infirmières? Mais pourquoi pas les pharmaciens? Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que ces tests, ils ressemblent beaucoup à ceux qu'on fait pour tester le VIH. Vous savez, quand on teste le VIH, on a des tests TROD comme ça, avec une petite goutte de sang. C'est les mêmes. Aujourd'hui, les associations peuvent le faire. Ils n'ont même pas besoin d'un personnel soignant. Et nous, on en est encore à un laboratoire de biologie pour les tests. Donc, pardon de le dire, mais la vigueur de la technostructure, alors surtout en matière de santé et en matière de sécurité, est extraordinairement limitante. Et aujourd'hui, mes mères me disent, mais on n'arrive pas à faire les tests parce que si notre laboratoire, si on n'a pas de laboratoire dans la ville, par exemple, on ne peut pas les faire avec un médecin qui serait volontaire pourtant pour les faire. Donc, vous voyez, Bruno, ce que je veux dire, c'est que sur tous les sujets, il faudrait ouvrir les chakras. Et les hôpitaux l'ont dit aussi. Hein. Les hôpitaux ont dit, finalement, c'est les médecins qui ont pris le pouvoir à l'hôpital contre les gestionnaires, mais parce qu'à un moment donné, quand on est en crise, c'est quand même ceux qui font qui doivent prendre le pouvoir. Donc, vous me dites, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Eh bien, il faut une vraie décentralisation. Et cette décentralisation, elle va être très importante dans le domaine de la santé. Elle va être très importante aussi dans le domaine de la reprise économique. Parce que après la crise sanitaire, on va avoir une crise économique et sociale extrêmement violente. Si on s'arrête à la santé, Valérie Pécresse, parce que l'organisation de la santé, évidemment, c'est la première chose qui, à la sortie de cette crise qui interpelle tout le monde. Globalement, l'hôpital a tenu, alors sans doute beaucoup plus grâce aux hôpitaux que grâce aux administratifs, mais quand même, avant cette crise, beaucoup de Français, moi le premier, pensions qu'on avait le meilleur système de santé d'Europe. On dépense à peu près autant d'argent que les Allemands dans notre système de santé, et à l'arrivée, on a un système de santé qui a tenu, mais qui a beaucoup souffert et qui a montré ses limites. Là aussi, vous, votre regard et les conclusions que vous en tirez, même si en Île-de-France, grâce à Dieu, ça a marché. Ben, j'ai essayé de regarder pourquoi, surtout, il y a moins de morts en Allemagne qu'en France. Parce que c'est ça qui est le plus frappant. Ceux qui ont le mieux réussi face à cette crise, c'est nos partenaires allemands, nos voisins allemands. Et quelle est la différence dans leur système de santé et le nôtre? C'est le nombre de lits de réanimation et l'équipement de ces lits. Donc, le sujet, c'est que visiblement, nous avons mis beaucoup d'argent dans l'hôpital, mais cet argent n'était peut-être pas mis exactement là où il fallait, c'est-à-dire dans les lits de soins les plus sophistiqués, les plus délicats, les plus difficiles, les lits de réanimation. Et ça m'amène à quoi? Depuis des années, je plaide en tant que président de région pour une réorganisation complète de l'accueil à l'hôpital, et notamment de l'accueil aux urgences. Je crois, depuis longtemps je plaide, pour un numéro unique d'urgence dans lequel on ne pourrait pas aller à l'hôpital si on n'a pas avant vu un médecin de ville. Et ça, c'est ce que font les Danois, par exemple, qui ont complètement réorganisé leur système hospitalier. Les Danois qui ont d'ailleurs eux aussi bien résisté à la crise. Donc, je crois qu'il faut qu'on se mette à réorganiser les choses. Bien sûr, il faut un plan de revalorisation des soignants. Bien sûr, il faut prendre en compte leurs perspectives de carrière. Il va falloir les aider. D'ailleurs, en Île-de-France, c'est particulièrement criant parce que quand vous voulez vous loger en Île-de-France et que vous êtes soignant, vous êtes payé à peu près de la même façon à Paris ou à Bordeaux, alors que le coût de la vie n'est pas le même du tout. Donc, on a besoin d'aider les soignants à vivre mieux, y compris dans les grandes régions urbaines. Mais au-delà de la rémunération et de la qualification des personnels, je pense qu'il y a une réorganisation du système hospitalier et du système de ville. Ce qu'on a vu, et là encore, c'est un problème de bureaucratie. On a vu des gens dans leur silo. On a vu des médecins de ville qui n'étaient pas associés. On a vu des médecins de ville qui n'avaient pas de masque, qui ne pouvaient pas en donner à leurs patients, alors que maintenant, on sait que les masques protègent. On sait que les masques protègent. D'ailleurs, il y a un sujet sur la vérité. Est-ce que le gouvernement a tout dit? Est-ce qu'il n'aurait pas dû tout dire, notamment sur les masques, c'est-à-dire que les masques protégeaient, mais qu'on n'en avait pas assez, plutôt que de dire que les masques ne protégeaient pas. Voyez. Donc, le sujet sur la santé, c'est de réussir à mieux coordonner la médecine de ville, l'hôpital, désengorger les urgences, faire en sorte que la médecine d'urgence se reporte sur des lits de réanimation, des lits de traitement beaucoup plus intensifs qui nous permettent
permettront de faire face à ce genre de crise. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un sujet d'aménagement du territoire et je pense que l'ARS mériterait d'avoir à sa tête, à la présidence de son conseil d'administration, un élu, un président de région qui pourrait avoir une vision globale du territoire. Parce que ce que l'Île-de-France a montré aussi, c'est l'hyperconcentration de l'offre hospitalière dans Paris. Dans Paris. Si vous êtes malade dans le Val d'Oise, vous êtes vraiment très très loin des structures de pointe hospitalière. Vous parliez juste à faire une assise sur la vérité, le rapport à la vérité et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué, je pense, les Français, cette fameuse question des masques. Manifestement, le pouvoir qui prend conscience assez vite qu'il va manquer de masques ne dit pas tout de suite la vérité. Alors, on ne va pas ici se mettre à la place des gens qui auditionnent actuellement, puisque la commission d'enquête a commencé. Avant de pouvoir, le politique pour dire la vérité, faut-il encore qu'il ait tous les éléments pour apprécier. Est-ce que dans cette affaire, vous en voulez pas un peu aux scientifiques qui se sont quand même, on a découvert qu'ils étaient incroyables entre eux, qu'ils pouvaient partir dans des polémiques et peut-être ont-ils aussi, j'allais dire, gêné la décision politique par leurs allers-retours, voilà, on a l'impression que c'était pas très clair ce qu'ils disaient et qu'ils n'ont pas aidé à la décision politique. Je ne dis pas que l'art de gouverner est facile. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on avait très peu d'informations sur la pandémie, qu'on a appris au fur et à mesure et que certaines décisions étaient peut-être justifiées par l'absence de connaissances. Notamment, on a la question de l'OMS. Est-ce que l'OMS n'aurait pas dû être plus préparée? Étant donné qu'il y avait eu une première épidémie en Chine, est-ce que l'OMS n'aurait pas dû être plus préparée et avoir plus de réponses à nous donner quand l'épidémie est arrivée en Europe? Alors, avec le bémol des informations chinoises qui étaient peut-être très biaisées et très insuffisantes. Pardon ? La pandémie n'est déclarée que le 11 mars par l'OMS. Absolument, absolument. Il y a un retard à l'allumage de l'OMS qui est peut-être là aussi dû au fait que les Chinois, le gouvernement chinois, n'ont peut-être pas dit toute la vérité sur la gravité de l'épidémie et ses conséquences sur leur territoire. Donc, effectivement, je ne m'immiscerai pas dans les conclusions de la commission d'enquête. Elle saura dire quel était l'état exact des informations qu'avait le gouvernement au moment où ils ont prononcé telle ou telle parole. C'est la commission d'enquête qui le dira. Mais ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, même quand elle est, comment dire, elle est douloureuse à entendre ou quand elle est contraignante pour les Français. Nous, par exemple, quand on a dû déconfiner les transports en commun, vous savez que je suis responsable des transports en commun en Île-de-France, et bien, on a dit qu'on ne pourrait pas faire remonter dans les métros et dans les trains les personnes qui y montent d'habitude. On a appelé à 100% de télétravail, on maintient de 100% de télétravail. On a mis des filtrages et on a réservé les transports à ceux qui allaient travailler avec l'attestation employeur. C'était très lourd et c'était très contraignant, mais on l'a fait, on a réussi le déconfinement, on a réussi à ce qu'il n'y ait pas une congestion des transports et les Français l'ont très bien compris. Donc quand on leur dit c'est difficile, voilà la situation, on ne va pas y arriver, mais on vous demande de faire un effort, ils comprennent les Français. Enfin moi, ce que je retiens de cette crise, c'est que les Français, ils sont en mesure de comprendre beaucoup de choses si on leur dit la vérité et qu'on est humble, On leur dit on n'a pas toutes les solutions, mais voilà la piste qu'on vous propose. Est-ce que vous nous accompagnez dans cette piste? Donc anticiper, quitte à dire on n'a pas tout, ce que n'a manifestement pas, ça a été un choix. Fin janvier, maintenant on est assez documenté. Fin janvier, on sait qu'on n'a pas assez de masques. La France n'a pas assez de masques. La France, il lui reste un peu plus de 120 millions de masques. Et donc, vous vous opposez au choix qui a été fait à ce moment-là, plutôt d'anticiper pour mieux conduire la gestion de crise. Ce que j'ai proposé au gouvernement à l'époque, je leur ai dit, la région va commander des masques. On va en avoir beaucoup parce qu'on avait une filière chinoise qui tenait solidement la route. On avait des partenaires chinois. Il se trouve que pendant la crise en Chine, j'avais réuni tous les franco-chinois d'Île-de-France pour leur affirmer mon soutien parce qu'ils étaient victimes de racisme, parce que les Franciliens ne voulaient plus aller déjeuner dans les restaurants chinois. Les étudiants chinois se faisaient un petit peu harceler. Donc, je les avais réunis pour leur affirmer mon soutien. Quand nous avons été frappés, ils sont venus avec des masques.
Ils sont venus me voir avec des masques. Et ensuite, ils m'ont proposé une filière sécurisée d'approvisionnement. J'ai même été commandé un avion, parce qu'il n'y avait plus de lignes chinoises qui volaient. Donc, j'ai été commandé un avion au Portugal. J'ai affrété moi-même des avions passagers. On les a remplis avec des cartons de masques. On a fait venir des masques. Mais ce que j'ai proposé à l'État quand les masques sont arrivés, c'est que je leur ai dit, faisons un fonds régional. J'amène les masques et on les distribue ensemble. Ils m'ont dit, non, on ne va pas faire ça. Et il y a quelque chose qui m'avait scandalisé à l'époque. Ils ont refusé que je donne des masques à la police. Ils ont refusé que je donne des masques à l'administration pénitentiaire. Pourquoi? Parce qu'il fallait traiter tout le monde de la même façon. Donc, on ne pouvait pas donner aux policiers d'Île-de-France si on n'était pas capable de donner aux policiers de Brest et aux policiers de Perpignan, dans des régions qui n'étaient pas touchées. Donc, on a laissé des personnels aller au contact du virus, alors même qu'ils n'étaient pas armés pour et qu'on avait peut-être la ressource en masque, en tout cas en Ile-de-France, on l'avait, mais on nous a interdit de distribuer aux policiers, on nous a interdit de distribuer à l'administration pénitentiaire. Alors que ce que j'avais proposé, et c'est pour ça que je plaide vraiment, et c'est mon cri du cœur aujourd'hui, la régionalisation. Traiter les régions, les territoires en fonction de leurs difficultés. La crise sanitaire, la crise économique et sociale ne va pas frapper les territoires de la même façon. En Ile-de-France, on va être plus frappé qu'ailleurs. On se relèvera peut-être plus vite qu'ailleurs, mais on va être plus frappé qu'ailleurs. On a une filière événementielle, on a 50 millions de tourisme, on a un artiste sur deux qui habite en Ile-de-France. Donc, on va être très frappé. On a des secteurs automobiles, aéronautiques, on a 2 aéroports internationaux. On va être plus frappé qu'ailleurs. Donc, ne pas faire la même réponse en Ile-de-France qu'ailleurs, c'est absurde. Les atouts d'hier vont sans doute être des handicaps pour la reprise. Je voudrais justement revenir sur à court terme, il y aura besoin d'une réponse plus forte. Mais je vous donne un autre exemple, monsieur Jeudi. Le métro, le RER, il nous manque 3 milliards d'euros. On a un trou dans la caisse de 3 milliards d'euros. L'Île-de-France, c'est plus de 60% des voyages en transport du quotidien. Alors, qu'on me dise, oui, on sait, tout le monde est touché. Oui, tout le monde est touché, sauf que nous, c'est 3 milliards et la facture totale, 2,6 milliards et la facture totale, c'est 4 milliards sur la France. Donc, l'Île-de-France, c'est 2,6 milliards sur 4 milliards. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur la territorialisation, la régionalisation. Et une différenciation entre les territoires, ce qui, pour l'instant, dans notre État jacobin, n'est pas prévu. Je crois que ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Il y a un droit à l'expérimentation, comme vous savez, mais il est soumis à l'accord de l'État. Je prends un autre exemple, la télémédecine. Ça fait des mois que je me bats pour ouvrir des cabines de télémédecine. C'était avant la crise. Des cabines de télémédecine en Seine-et-Marne, des cabines de télémédecine dans des quartiers populaires, là où il n'y a plus de médecins pour des raisons de sécurité, d'éloignement. Et je n'arrive pas à avoir l'autorisation. Je n'arrive pas à avoir l'autorisation parce que c'est complexe, parce que, voilà. Vous savez, et pour la reprise, pour la relance, si on ne si on n'allège pas cette bureaucratie, si on ne permet pas d'avoir des permis de construire rapidement, si on n'arrive pas à avoir des opérations qui sortent de terre rapidement, si on se garde encore toute cette bureaucratie, on ne sera pas agile. Dans la crise, on a pu être agile parce qu'on a supprimé des normes. Les normes, ça coûte de l'argent. Voilà, c'est comme un impôt sur les Français. Je voudrais vous poser une question qui est au centre de à peu près les 2 ou 3 dernières interventions du président de la République, qui a promis une relocalisation, en tout cas réarmer la France en matière de souveraineté sanitaire, et il parle maintenant de relocalisation de la fabrication de médicaments, de tout ce qui touche le secteur de la santé, secteur essentiel, on l'a découvert, on était totalement démunis. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est possible? Et deux, comment on peut comme ça décréter la réouverture et la relocalisation d'usines en France? Alors d'abord, oui, je crois que, c'est pas à moi la gaulliste que vous allez parler de souveraineté économique, bien sûr. Je crois que ce qu'a révélé la crise, c'est que la mondialisation nous avait fait perdre une certaine autosuffisance dans un certain nombre de domaines. Et on a été en pénurie. On a été en pénurie, effectivement, de médicaments, ce qui aurait pu être très, très grave. On a été en pénurie aussi d'un certain nombre d'équipements médicaux, les respirateurs. Et puis, on a ici été en pénurie d'un certain nombre de pièces. Je pense aux microprocesseurs plus ordinaires. On s'est rendu compte qu'on avait des productions industrielles, des approvisionnements industriels qui étaient cruciaux. Mais pour la reprise, c'est pareil. Je donne un exemple, les vélos électriques.
puisqu'on veut tous que la reprise soit écologique. Et vous avez vu qu'en Ile-de-France, on a une aide puissante pour le vélo, 500 € pour acheter des vélos électriques. On a mis en place un système de location longue durée qui a été pris d'assaut. Bon, 10 000 vélos qui ont été pris d'assaut dès la fin du Covid. Donc, on était en rupture. Donc, on s'est dit, on va commander des vélos. Eh ben, ils sont fabriqués en Chine, nos vélos. Donc, le sujet, parce que toutes les batteries sont fabriquées en Chine. Donc, le président a dit, on va faire une filière batterie européenne. Il faut qu'on réfléchisse désormais en matière de souveraineté. Nicolas Sarkozy, dont j'étais ministre, raisonnait déjà comme ça. Souvenez-vous, Sanofi devait rester français parce qu'on devait avoir un géant de la pharmacie français. Alstom devait être sauvé de la faillite parce qu'on devait garder un géant du ferroviaire. Donc je pense qu'il faut qu'on raisonne en termes de souveraineté nationale, aussi en termes de champion européen. Et je pense qu'il faut qu'on change toutes les règles européennes, notamment en matière de concurrence, pour arrêter de regarder la concurrence intra-européenne, mais qu'on ait des champions européens. Aujourd'hui, on l'a compris avec cette crise, il y a d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine et au milieu l'Europe. Donc, où l'Europe est forte, où elle arrive à se réorganiser, ou alors elle sera vassale et elle sera dépendante. Et nous ne voulons pas être dépendants. Et ça marche. Et ça marche, Bruno, je dis. La relocalisation, dans votre esprit, elle est européenne avant d'être française. Bah, elle est les deux. Elle est les deux. Il faut aussi qu'elle soit française. Mais le problème de la réindustrialisation de la France, c'est aussi nos coûts de production, c'est aussi notre compétitivité. Pardon de le dire, mais moi, tous les industriels à qui je parle et qui je dis, bon, allez, maintenant, je vous donne des aides pour vous relocaliser, ils me disent, d'accord, mais ça va me coûter combien? Si nos coûts de production restent 30% au-dessus de tous nos voisins, ils relocaliseront en Hongrie, ils ne relocaliseront pas en France. Donc le sujet, c'est aussi de remettre à plat les règles européennes pour vérifier qu'on n'a pas des aides trop importantes qui vont sur certains territoires et qui pénaliseraient la France et les régions françaises. Donc il faut vraiment remettre tout à plat, faire en sorte qu'il y ait vraiment qu'il y ait une équité entre les territoires, qu'on soit tous à égalité, et puis nous-mêmes, pardon, je vais dire peut-être un gros mot, mais si on s'attaquait un peu à toute la suradministration, on pourrait baisser les impôts. Alors je sais que ce n'est pas à la mode de dire ça, parce qu'avec le plan de relance, on a l'impression que plus on dépense, mieux c'est. Moi, je suis pour la dépense utile. La dépense utile, ce n'est pas la dépense du gaspillage administratif. Et quand je vois que, par exemple, sur le plan de relance économique, on a 4 ou 5 comités Théodule qui sont en train de se créer à tous les échelons de l'administration pour traiter les mêmes entreprises, je dis laissez ça aux régions, c'est nous qui avons la compétence développement économique, on sait faire. D'ailleurs, en Ile-de-France, on a fait un fonds pour les TPE de 100 millions d'euros. On a mis la mairie de Paris, la métropole du Grand Paris, les départements et les 71 intercommunalités dans un fonds unique pour avoir un seul dossier administratif. C'est ça qu'il faut faire. Alors, le président, il a trouvé une solution pour justement régler la question du financement de tout ça. Il ne va pas augmenter les impôts, c'est ce qu'il nous a dit dimanche soir. On vérifiera à l'épreuve des faits. En revanche, il a prononcé une phrase. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, comment vous l'avez traduite, parce que c'était un peu flou dans mon esprit. Il faudra travailler et produire davantage. Qu'est-ce que vous avez compris? Ce qui est sûr, c'est que pour redresser le pays, il va falloir tous qu'on se retrousse les manches. Il va falloir qu'on se retrousse les manches parce qu'on va avoir besoin, tous ensemble, de se mettre au travail. Mais pour moi, c'est plutôt travailler tous que travailler plus. C'est retrouver du travail aux 35% de salariés qui, aujourd'hui, en Ile-de-France, sont au chômage partiel. C'est les ramener vers l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, nous, dans la région, mais c'est pour ça que je plaide pour une territorialisation des plans de relance. On a fait l'étude de quels sont les secteurs qui vont embaucher dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. C'est quoi les secteurs de la reconstruction? C'est le bâtiment, c'est la construction, avec des projets qui peuvent être lancés dès le lendemain des municipales, des projets de construction de logements, des projets d'infrastructure, bâtiment construction. C'est le numérique, parce vous avez bien compris que maintenant, tout allait être télééducation, télémédecine, télétravail. Donc, on va avoir besoin de beaucoup de programmeurs, de beaucoup de développeurs. Donc, le numérique va recruter peut-être 25 000 emplois dans les 6 mois qui viennent. La sécurité, je ne vous fais pas un dessin, on en parlera peut-être un petit peu après, mais enfin, on a quand même des énormes sujets aujourd'hui, demande de sécurité très forte. Le sanitaire et social, parce que nos EHPAD, il va falloir transformer la façon dont ils fonctionnent. Nos anciens n'accepteront plus d'être traités comme ils l'ont été. Donc, on va avoir une énorme demande
de soins auprès des plus fragiles. Donc, on sait qu'on a ces domaines-là. Donc, nous avons fait, c'est que nous avons mis 40 000 places de formation vers ces métiers qui vont être en tension, parce que ce serait insupportable d'avoir autant de personnes qui sont sans emploi et de ne pas tout de suite les orienter vers des métiers qui sont, eux, en tension et en manque de personnel. Donc, il va falloir le faire et il va falloir accepter de changer de métier, de se reconvertir. C'est aussi ça qui est difficile à entendre, mais qu'il faut entendre. Le chômage partiel ne durera pas toute la vie. Je pense aussi, je ne vois pas comment ça serait possible, n'est-ce pas, Francis Khalifa? Surtout si on ne veut pas augmenter les impôts. Surtout si on ne veut pas augmenter les impôts. Écoutez, je voudrais finir la partie Covid avec un peu sur l'état de la société. Et si on regarde cette sortie de déconfinement, on voit à la fois l'aggravation des inégalités, mais surtout un bouillonnement de colère, notamment colère dans les quartiers. Ça bouge, il y a beaucoup de problèmes d'insécurité. Là, il y en a déjà eu dans plusieurs quartiers d'Île-de-France. Là, on voit à Dijon comme une sorte de déconfinement aussi de la violence et une sorte, comment dirais-je, l'État paraît un peu incapable d'y répondre. Alors, deux choses. D'abord, sur les inégalités, c'est vrai que le Covid a aggravé les inégalités et les tensions et les fractures entre ceux qui pouvaient télétravailler, ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui ont gardé leur emploi et qui finalement ont très bien vécu leur confinement parce qu'ils étaient dans un logement agréable, avec un jardin, un pavillon, et ceux qui étaient confinés dans un tout petit appartement avec une famille nombreuse et qui n'ont rien touché pendant 2 mois parce qu'ils étaient indépendants, parce qu'ils étaient intérimaires, parce qu'ils travaillaient au noir ou qu'ils complétaient avec des petits boulots. Donc, on a eu un effet d'appauvrissement d'une partie de la population et à côté de ça, une partie de la population qui finalement a assez bien vécu la crise, comme 2 mois de télétravail, plus de métro. Donc, en réalité, ça a aggravé les fractures de la société française et donc les tensions. Et donc, les phénomènes les irritants sociaux, vous voyez. Et donc, il faut qu'on soit très, très vigilant là-dessus. Nous, on a mis en place à la région un plan de lutte contre la pauvreté avec des distributions alimentaires. Dans 40 villes, on a fait des distributions alimentaires. On a fait une aide pour les familles les plus pauvres, les 100 000 familles les plus pauvres d'Île-de-France pour leurs enfants, pour qu'ils puissent avoir une aide parce que quand on n'a plus de cantine, quand on a la pédagogie, la continuité pédagogique qui se fait par Internet, ça veut dire plus de factures Internet. Donc, les familles se sont appauvries. Donc, il faut vraiment qu'on travaille beaucoup là-dessus, sur cet appauvrissement d'une partie de la société, parce que sinon, ce que ça va générer, c'est de la rancœur, c'est de la crise sociale et de l'exacerbation des tensions. Donc, il faut absolument qu'on y travaille. Les vacances sont un moment toujours très périlleux. Les frontières sont fermées aujourd'hui. Ça veut dire que des familles qui avaient l'habitude de partir en vacances dans leur pays d'origine, qui avaient l'habitude de franchir des frontières, vont peut-être être obligées de rester en France cet été, vont peut-être pas avoir les moyens non plus de partir en vacances. Donc, on le sait, les vacances, c'est toujours un moment très tendu dans les banlieues. J'arrive aux banlieues. Ça fait des années, et vous le savez, j'ai mis le siège de la région Île-de-France en Seine-Saint-Denis, c'est plus qu'un symbole. On est sorti du 7e arrondissement pour aller là où sont les défis sociaux de la France contemporaine. Donc, le sujet des banlieues me préoccupe énormément. Et il y a une tension dans les banlieues qui est très perceptible et depuis des années. Alors, comment est-ce qu'on la résout? On la résout notamment par la question de l'école. Or, avec le Covid, l'école s'est arrêtée. On a aujourd'hui, on a laissé les familles livrées à elles-mêmes. Et dans ces quartiers populaires, le confinement a été vraiment très difficile à vivre. J'ajoute qu'une bonne partie de ces quartiers vit d'économie souterraine et que l'économie souterraine s'est arrêtée. Donc, il n'y a pas eu de revenus. Donc, c'est tout ça, c'est un bouillonnement qui, pour l'instant, n'est pas forcément perceptible, mais dont on voit à certains, à certaines accès de violence, à certains accès de violence qu'on voit apparaître. Mais on le voit apparaître sporadiquement. Ce qui m'inquiète, c'est que plus profondément, et à côté de ces signaux d'alarme, il y a plus profondément un ressentiment très fort dans ces cités, dans ces banlieues. Ce que je propose, moi, c'est très simple. Et depuis des années, je propose qu'on déconstruise ces quartiers ghettos.
on a trop concentré la détresse sociale au même endroit. Je pense que la réponse, elle est d'abord géographique et elle est urbaine. Elle est urbaine. Il faut qu'on ait des villes équilibrées. Il faut plus de villes où il y a Mais 70%. ça, on l'entend depuis très longtemps, Valérie Pécresse. Non, Il y a non, eu des lois qui ont été votées, il y a des quotas qui doivent être respectés. On non, entend tout ça depuis non, les longtemps. quotas, c'est à l'inverse. Les quotas, c'est 25% de logements minimum. Moi, je plaide pour des quotas à l'inverse. 30% de logements sociaux maximum. Je plaide pour l'inverse de toutes les lois qu'on a votées. Oui, il faut des logements sociaux partout, mais pas plus de 30%. Quand vous avez des villes où il y a 50, 60, 70% de logements sociaux, eh bien, à ce moment-là, vous créez les conditions d'une éruption urbaine, vous créez les conditions de l'échec scolaire, vous créez les conditions, effectivement, de ce que le président appelle le séparatisme, mais, ou du communautarisme, du repli. On a chômage de masse, développement de la délinquance et des trafics, et puis ensuite le communautarisme, parce que quand on est en insécurité, on se replie sur ces communautés, et puis après, derrière, on a la menace islamiste, avec des personnes qui profitent de cette pauvreté et de ce communautarisme pour en plus faire haïr la France dans ces quartiers. Donc, vous voyez, il y a une spirale, et contrairement à ce que vous dites, on ne le dit pas, on ne le dit pas comme je le dis, on ne dit pas, donnons-nous 10 ans, comme le fait le Danemark. Pardon, vous allez dire que le Danemark est mon exemple fétiche. Le Danemark, ils ont fait un plan en 10 ans, éradication des ghettos. On les déconstruit. Pas plus de 30% de logements sociaux au même endroit et par quartier. En Ile-de-France, je refuse de financer un logement social supplémentaire là où il y en a déjà 30%. Et je vous assure, prenez les villes à problème de l'Île-de-France, regardez le taux de logement social et vous comprendrez que si on fait des villes équilibrées, parce que ce n'est pas du tout pareil d'être dans un logement social totalement intégré en cœur de ville, avec une façade qui ressemble à celle du voisin, et d'être dans une barre de 2000 logements dans lesquels tout le monde est en détresse. Un mot sur. Vous parliez justement vous repreniez le mot de séparatisme, puisque c'est le mot que le président a employé, de ce combat antiraciste qui est dévoyé par les séparatistes. Je reprends son expression. Est-ce que vous la partagez? Est-ce que vous pensez que la situation s'aggrave sur d'autres fronts, par exemple sur la question de l'antisémitisme? Comment vous le jugez? Enfin, c'est pas une question de le juger, mais comment vous voyez les tensions qui montent? Et on a encore vu samedi à la manifestation du collectif pour la vérité Adama Traoré, des expressions entendues parfaitement identifiables et antisémites. On a l'impression que voilà, la France, par moment, c'est aussi maintenant ce genre de manifestations qui se passent et qui se multiplient sans que les pouvoirs publics arrivent un peu à endiguer ça. Très clairement, je m'insurge contre la racialisation de la société française. Vous le savez, quand je me suis présentée au régional, j'ai mon adversaire socialiste qui m'a accusé de défendre la race blanche. Les franciliens n'ont pas accepté cette racialisation de la campagne. Ils n'ont pas accepté, ce qui était évidemment une injure, c'était de me traiter de raciste. Mais surtout, ils n'ont pas accepté cet argument, parce que je crois que les Français sont très attachés à ce qui fait le prix de la société française, la valeur de la société française, des valeurs françaises, qui est cet universalisme républicain. Voilà. La République est une et elle est indivisible. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à ces mouvements. Très attention à ces mouvements. Ah. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le président a parlé de séparatisme la première fois quand il a parlé de l'islamisme radical. Il a dit les islamistes radicaux sont des séparatistes. Et il y a un risque de séparatisme. Sur l'islamisme radical, pour moi, le risque le plus fort n'est pas le séparatisme, c'est l'entrisme. C'est de faire pénétrer des islamistes radicaux au cœur des lieux de pouvoir, au cœur des mairies, au cœur des services publics, pour prêcher leur idéologie de haine et essayer de dévoyer les principes républicains. Donc sur cette question du séparatisme des islamistes radicaux, moi je suis plus inquiète de leur entrisme dans tous les rouages de la société française, et en attaquant la laïcité, en attaquant la neutralité qui doit faire qu'on est tous respectés,
quelles que soient nos origines et notre religion. Donc ça, c'est la première chose. Là, sur le mouvement antiraciste qui se développe, moi, j'ai été bouleversée, et je pense comme tous les Français, par la mort de George Floyd et par les images littéralement insoutenables des conditions dans lesquelles il est mort. Mais on n'est pas aux États-Unis ici. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une instrumentalisation de cette tragédie, une instrumentalisation à des fins qui sont des fins politiques. Je le rappelle, Adama Traoré, nous attendons que la justice fasse la lumière sur les conditions exactes de sa mort, mais jamais personne n'a dit qu'il y avait derrière ce décès, cette mort, et qu'il y avait du racisme. Il y avait une arrestation policière qui a conduit à la mort d'un homme. La justice dira quelles étaient les responsabilités des uns et des autres. Là où on peut vraiment trouver le temps très long et mettre en cause la justice, c'est qu'à un moment donné, il faut que l'instruction cesse. À un moment donné, il faut que la justice dise… 4 ans, en l'occurrence. 4 années, en l'occurrence. 4 ans. Alors, ce que vous diront les juges, c'est qu'ils vous diront, mais il y a un principe de contradictoire. Dès qu'il y a une expertise, la défense a le droit de faire une contre-expertise. Donc, à chaque fois qu'il y a une expertise, on peut faire une contre. À un moment donné, il faudrait qu'on prévoie des lois dans lesquelles, voilà, à un moment donné, la justice doit dire le droit. Pourquoi? Parce que si on ne raccourcit pas ces délais de justice, finalement, ça peut servir non pas forcément la vérité, mais au contraire, ceux qui ont peut-être intérêt à ce qu'elle ne soit pas dite. Voilà. Donc, sur l'antiracisme, on ne peut pas se dire antiracisme et anti-violent, puisque, soi-disant, les manifestations sont antiracistes et anti-violentes, et participer à une manifestation sans rien dire, dans lesquelles on crie « sale juif », dans lesquelles on insulte les policiers, dans lesquelles on va à la castagne contre les policiers, dans lesquelles on vandalise et on pille des magasins. Donc, ce qui m'a choqué, c'est le silence assourdissant de tous les organisateurs de cette manifestation de la place de la République. N'est pas Gandhi qui veut. Voilà. Il y a eu des mouvements antiracistes et anti-violents dans l'histoire du monde, et moi, je les soutiens profondément et puissamment. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a eu, ce dimanche dernier, l'instrumentalisation de cette belle cause de l'antiracisme et de l'anti-violence, la non-violence, par des personnes qui acceptaient qu'on soit raciste et antisémite et qu'on soit violent vis-à-vis des policiers. Des manifestations par ailleurs interdites, puisque normalement… Ah non, mais ça pardon, mais c'est excusez-moi, quand j'ai entendu dire que l'émotion pouvait être… comment dire, c'était quoi la phrase exacte, Monsieur Jeudi, vous avez dû la retenir? L'émotion pouvait justifier les rassemblements. L'émotion saine pouvait justifier la manifestation. Non, mais c'était pas ça. C'est l'émotion est plus forte que la loi. Ou l'émotion saine. Dépasse la loi. Ouais. Bon, l'émotion ne dépasse pas la loi. D'ailleurs, moi j'ai un exemple en tête, parce que c'est un exemple qui m'a beaucoup marqué. Pendant la crise Covid, beaucoup de Français ont perdu des proches et n'ont pas pu aller assister à leur enterrement. Et ben, il y avait de l'émotion, mais ils ont quand même respecté la loi. Donc la vérité, c'est qu'un citoyen français il respecte la loi et il ne se laisse pas emporter par ses émotions. Donc on ne peut pas dire ça. On ne peut pas laisser dire ça. Il y a un problème d'autorité de la loi, d'autorité de primauté de la règle. Et si la règle n'est pas bonne, ben on change la règle. Mais on ne dit pas que l'émotion permet d'enfreindre la loi. Sinon, tout est permis. Francis Khalifa, je voulais vous donner la parole. Oui, je voudrais bien sûr d'abord remercier Valérie Pécresse pour ses réponses pleines de spontanéité, de franchise qui vient d'être faites aux questions que vous avez posées. Et puis maintenant, me retourner peut-être vers Marie-Sarah et Véronique, parce qu'il y a quelques questions sûrement qui ont été posées par les panélistes, par les gens qui nous écoutent ce soir. Et Marie-Sarah, Véronique? Oui, alors, merci beaucoup, Madame Pécresse. Première question de Charlotte, qui d'abord vous félicite pour la gestion de la crise par la région Île-de-France. Et sachez que dans les commentaires, tant sur Zoom que sur Facebook, il y a de nombreux compliments sur votre gestion de la crise par la région. Donc, Charlotte, en fait, pose une question et vous remercie également pour le remboursement du pass Navigo et pour les masques en tissu qui ont été offerts pour les abonnés. Mais une question sur le fait qu'il n'y a pas de distributeur de gel hydroalcoolique dans toutes les stations de bus ainsi que dans toutes les stations de métro.
Et dans le prolongement de cette question, il y a une autre question sur le fait que les bus ont été jusqu'à maintenant très souvent bondés et les conducteurs ne demandaient pas aux passagers, n'imposaient pas aux passagers le port du masque. Alors, nul n'est parfait. Je crois que des distributeurs de gel hydroalcoolique, il doit y en avoir dans des centaines de stations. Et effectivement, on n'a pas pu couvrir les milliers de points d'entrée du réseau. Mais on a essayé de faire le maximum. Franchement, moi, je veux rendre hommage à toutes les entreprises de transport parce qu'on leur a demandé de faire des choses incroyables depuis 2 mois. Signalétique, contrôle des masques, filtrage des attestations employeurs, et puis tout ça avec une bonne partie des agents qui ne pouvaient toujours pas faire garder leurs enfants. Donc, c'est toujours les mêmes qui travaillaient plus, hein, et ceux qui ne pouvaient pas revenir parce qu'ils étaient en risque de maladie. Donc, vraiment, je crois qu'il faut… je plaide l'indulgence. Voilà. On n'a pas tout fait à 100%, mais franchement, la montagne à escalader était énorme et on a réussi. On a réussi parce que malgré tout, les transports ont fonctionné et on n'a pas eu à connaître dans les transports de gros problèmes. On nettoie les transports 3 fois plus. Enfin, voilà. Donc, franchement, je pense qu'on a fait le maximum. Ce qui est vrai, et moi je l'ai demandé au gouvernement, c'est que dans les transports, c'est le masque qui protège. C'est le masque qui protège. On ne peut pas demander d'avoir 4 mètres carrés de distance physique autour de soi. C'est pas possible. On l'a fait pendant les 3 premières semaines du déconfinement parce que c'était obligatoire, mais vous comprenez bien que mettre 20 personnes dans un bus, là où il y en a 80 d'habitude, mettre, je ne sais plus quels sont les chiffres, 80 personnes dans un métro, là où il y en a 700 d'habitude, enfin, je veux dire, c'est juste pas possible. On ne peut pas le faire sur le long terme. Dans tous les pays qui nous entourent, on considère que désinfection, plus le fait de le port du masque et le respect des gestes barrières, c'est-à-dire ne pas se toucher, ça suffit comme règle sanitaire dans un pays où le virus est devenu beaucoup moins virulent. Voilà. Donc, c'est ça que nous proposons aujourd'hui. Et sur les transports, on est quand même un tout petit peu dans la panade aujourd'hui parce que le gouvernement a fait un plan de 15 milliards de sauvetage de l'industrie automobile, de 15 milliards de sauvetage de l'industrie aéronautique, mais ne prévoit absolument pas 1 euro de compensation pour les 2,5 milliards de pertes de recettes des réseaux de transport en Île-de-France. Et nous serons en cessation de paiement en juillet. Donc, je profite de ce Facebook Live pour dire que je n'ai pas l'intention d'augmenter le pass Navigo de 20 € comme me le demande le gouvernement pour combler les trous dans la caisse d'Île-de-France Mobilité. Il n'y aura pas d'impôt Covid tant que je présiderai Île-de-France Mobilité. Et je demande à l'État le même plan de sauvetage pour les transports du quotidien que pour l'automobile et l'aérien. Les passagers d'Air France ne paieront pas de surcoût. Il n'est pas question que les passagers du métro en payent un. Le message est sûrement passé parce que nous sommes très écoutés. Marie-Sara, peut-être une question ou deux, mais les 2 dernières parce que nous savons que Mme Pécresse doit nous quitter maintenant. On est arrivé quasiment au bout. Donc peut-être 1 ou 2 questions encore et ensuite on libérera Mme Pécresse. Allez, 2 petites questions. Tout à fait, on a encore 2 questions. Donc, la première, à nouveau, quelqu'un qui vous remercie, qui vous félicite pour la gestion de la crise, qui s'interroge cette fois sur le droit des terrasses à ouvrir et à peut-être agrandir leurs terrasses sur les trottoirs. Et donc, cette personne demande votre avis, notamment le mépris que ça peut donner aux nuisances pour les habitations, les riverains, et je me permets d'élargir la question également peut-être aux personnes à mobilité réduite qui ont peut-être des difficultés maintenant à se déplacer sur ces fameux trottoirs. C'est pour ça que j'ai plaidé très rapidement pour que dès que les indicateurs ont été meilleurs, nous passions au vert. Et toute la semaine dernière, j'ai lobbyé auprès du gouvernement en leur disant maintenant que les indicateurs sont au vert, passons au vert. Parce que le passage au vert, ça permet la réouverture des salles de restaurant. Et ça va permettre, j'espère, assez rapidement aussi, la réouverture d'une offre culturelle. Parce que là encore, on l'a dit, à un moment donné, il faut que l'économie redémarre, il faut que le pays redémarre. Et c'est particulièrement vital pour l'économie de l'Île-de-France où nous avons 400 000 emplois liés au tourisme, liés à l'hôtellerie et à la restauration. Donc oui, les terrasses, c'était parce qu'on n'avait rien d'autre.
Mais maintenant, il faut qu'on rouvre les salles et il faut qu'on puisse avoir désormais des restaurants qui fonctionnent. D'ailleurs, la région financera une très belle opération dans les semaines d'été qui s'appellera la région fête ses restos, pour inciter les franciliens à aller au restaurant et les restaurateurs à faire des petits gestes sur l'addition et les maires à faire un petit peu d'animation autour de ça. Il faut qu'on retrouve la convivialité, le goût de vivre, l'envie de sortir, voilà, un peu de bonheur pendant ces vacances. Allez, vous m'autorisez une dernière question, Valérie? Allez, oui. Allez, Véronique, rapidement la dernière question. Véronique? Son micro. Marie-Sara. Oui. Marie-Sara? Oui, alors je vais… Ah, voilà Véron. Véronique est là. Allez, en fait, Véronique, dernière question. C'est une question sur la manifestation de samedi. Les forces publiques, police et gendarmerie, ont été désavouées à la manifestation de Paris. C'est une atteinte autorisée à l'état de droit et à sa souveraineté. Qu'en pensez-vous? J'ai immédiatement réaffirmé tout mon soutien à nos forces de l'ordre. Je pense que ce soutien leur a cruellement fait défaut la semaine dernière. J'ai été soulagée d'entendre le président de la République dire qu'ils avaient la reconnaissance de la République et de la nation. Je pense que nos policiers et nos gendarmes ont été mis vraiment à rude épreuve ces derniers mois. Ils ont vécu des manifestations, des grèves, les gilets jaunes, le Covid, parce que c'est pas facile de faire respecter le confinement aux Français. Quelquefois, on se fait engueuler quand on vient juste dire il faut porter un masque. Bon. Donc, nos policiers, ils nous protègent. Nos policiers, c'est eux qui ont été aussi en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas l'oublier. Donc, sans nos policiers, nous serions désarmés. Et donc, je crois qu'il faut toujours s'en souvenir. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Valérie d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu de questions-réponses pour les amis du CRIF. Je veux dire ici ce soir que vous êtes la seule personnalité politique qui a été reçue dans le cadre de ces amis du CRIF à travers Zoom et nous sommes, je crois, les auditeurs et les spectateurs de cette séance ce soir, je crois, sont très satisfaits si je vois le nombre de messages qu'il y a actuellement sur Facebook et sur le Zoom. Merci également à Bruno Jeudi d'avoir été l'animateur de cette soirée et merci à vous toutes et vous tous et je vous dis à très vite, au mois prochain pour un nouvel ami du CRIF. Merci à vous. Bonne soirée. C'est toujours trop court. Toujours trop court, malheureusement.